Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce soir sur The Live Media. Alors The Live Media ce soir en direct des Bouches-du-Rhône exceptionnellement. Je suis chez mes amis de T-Web qui ont eu la bienveillance de me prêter leur plateau parce que c'est un vrai plateau de télé ici chez T-Web. Et ça me permet de recevoir dans d'excellentes conditions Jérémy Clément. Donc Jérémy Clément, que vous avez certainement connu ou entendu parler, hein, c'est un gilet jaune de la première heure de Montargis dans le Loiret. Jérémy, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien, tu vois, je te reçois vraiment tout confort ce soir, donc c'est plutôt sympa pour moi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, Hein. je te remercie de m'avoir invité. Eh ben, c'est tout le plaisir et pour moi. Donc ce soir, on va faire un petit point, on va revenir un peu sur qui est Jérémy Clément. On va aussi revenir un peu sur l'actualité et en dernière partie, on va aborder également le jour se lève, dont tu es un des membres fondateurs. Donc on expliquera plus profondément ce qu'est le jour se lève, hein. D'accord? Donc tout d'abord, pour te présenter, je vais dire que tu es un représentant. Tu as été un des représentants très forts des Gilets jaunes. Tu as été beaucoup médiatisé en début de mouvement. Tu viens du Loiret, dans le 45, à Montargis, à côté d'Orléans. Et tu es chef d'entreprise. J'ai bien résumé? Bravo. Super, impeccable. Donc, ma première question, Jérémy, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à t'investir? Parce que tu as été très investi dans ce mouvement. Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à vouloir endosser un gilet jaune et à rejoindre le mouvement de contestation? Alors, ce qui m'a poussé le premier jour, les premiers jours, ça a été cette fraternité. Je suis quelqu'un d'assez sociable, donc j'ai beaucoup aimé aller au-devant des gens et rencontrer des gens qui se parlaient plus depuis longtemps. J'avais tendance à dire à l'époque qu'on en était plus au stade à se regarder de travers en chien de faïence dans nos voitures ou en se croisant qu'à justement prendre du temps pour échanger. Et ça, c'est la première chose. Et ce qui a fait que je me suis investi, c'est le fait que j'étais assez rapidement médiatisé et puis que ça s'est pratiquement jamais arrêté. Il y a des pauses, mais ça continue. Il y a toujours des sollicitations qui viennent d'un peu partout. Et puis, je pars du principe que si on a la chance de mener le combat qu'on mène actuellement, et ce depuis plus d'un an et demi, ça serait dommage dans une vie d'adulte de pas saisir les opportunités et de faire ce qu'il faut pour le bien collectif. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses que le fait, tu as été propulsé à un moment donné devant les médias, hein, fortement, est-ce que c'est aussi le fait, tu penses, d'avoir été chef d'entreprise en parallèle? Parce qu'à l'époque, on te présentait Jérémy Clément, gilet jaune, chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on axait sur ce mot de chef d'entreprise. Est-ce que tu penses que ça a joué au fait que tu aies été un peu propulsé devant les médias? Alors, je sais pas, j'ai pas analysé cet élément-là. Ce que je sais le fait que j'ai été propulsé, j'ai une autre raison. C'est que le 24 novembre, tôt le matin, à Porte-Maillot, donc on est une quinzaine et il y a toutes les chaînes qui sont là, les radios, et ils commencent à interviewer un peu tout le monde. Et à un moment, quand j'avais rencontré l'organisateur s'était pas senti trop à l'aise, même s'il s'en était bien sorti. Mhm. Et il me dit, tu veux pas faire le prochain, s'il te plaît? Je dis si. Et j'ai fait une télé, CNews, BFM, tu sais, en duplex, Ouais. dans la rue, comme on a eu l'habitude de faire. Et puis de là, il y en a un autre qui vient m'interviewer pour une radio. Et là, quand il s'en va, il disait, les gars, on en tient un. Sous-entendu, on a un pigeon, on a un client. Et c'est ça qui a fait que j'ai été médiatisé. En tout cas, ces journalistes de l'époque, ils ont vu en moi quelqu'un qui s'exprimait, qui arrivait à faire valoir quelque chose. Alors, quand tu reprends les thèmes de l'époque, même moi, je suis perché sur quelque chose de très basique et qu'on voit là où on en est aujourd'hui, il y a quand même un fossé, hein. Il y a quand même un fossé. Je Ouais. t'avais dit en off que si j'avais réfléchi une seule seconde, je pense pas que j'aurais mené cette aventure de fou comme ça parce que plus on avance, plus on voit qu'il y a des dates butoirs qui s'éloignent. Ça va pas être simple. Pour autant, on sent que c'est possible de faire craquer tout ça et de pouvoir enfin retrouver quelque chose de plus neutre avec une justice équitable et des rêves pour chacun, pas que pour 1% de la population, ou 10, ça dépend de qui on inclut dedans. Donc voilà, on en est là aujourd'hui.
et c'est pas fini. Ouais, C'est pas alors fini. non, c'est pas fini, c'est sûr, puisque là, en plus, on est sur un terreau de contestation sociale qui est quand même assez important, même en dehors des gilets jaunes, hein, j'ai envie de dire. Hein, le Covid a aussi montré certains dysfonctionnements profonds dans notre système. Dans la population elle-même, il y a des fractures assez importantes et ça dépasse même le seul sujet des gilets jaunes. Par contre, pour en revenir aux gilets jaunes, donc, tu as été un de ceux qui tout de suite a poussé sur le terrain politique. J'en Oui, reprends l'exemple. Par exemple, tu as défendu une liste aux élections européennes, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les figures emblématiques des Gilets non, jaunes. non, Non? effectivement. Et alors, qu'est-ce qui t'a... justement, pourquoi direct tu as peut-être pointé sur l'importance de rentrer dans le débat politique frontalement par rapport à Alors, certains autres porte-parole, entre guillemets, qu'on voyait ici ou là? il y a deux raisons. Euh, la première, alors elle est louable, elle est du fait que les gens qui m'entouraient, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés tout de suite, pas forcément sur les ronds-points, mais à travers les manifestations et autres, tout le monde était conscient qu'il fallait que ça passe de toute façon aussi par un champ politique et démocratique, qu'il fallait qu'on puisse insérer le système pour le dénoncer. Mhm. La deuxième, qui est moins louable, c'est que un jour, il y avait sur un plateau un éditorialiste qui dit, mais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous présenter. Et comme on avait déjà commencé à en parler en back-office, que d'autres gilets jaunes, à l'époque, au mois de décembre 2018, avaient déjà commencé à enclencher cette machine Mhm. et que j'avais été contacté, j'ai décidé d'aller fouiner, d'aller voir un petit peu tout ce qui se passait et d'essayer de comprendre pourquoi en fait. Voilà, moi réellement, je me suis décidé, j'ai soutenu tout de suite le champ politique pour des citoyens, notamment pour les européennes dès le départ. Par contre, j'ai assumé ma part de responsabilité et le fait qu'il fallait que j'en fasse plus au mois de février 2019 seulement. Ouais. Voilà, c'est là où vraiment je suis rentré fort dans le combat, où j'ai essayé de joindre la chèvre et le chou et fait en sorte qu'on puisse se faire entendre le plus possible. Et ton expérience par rapport à ça, elle reste bon. Le résultat aux européennes n'a pas été des plus extraordinaires, on va être honnête. Mais ton expérience par rapport à ça, est-ce qu'elle est positive? Est-ce il y a eu aussi pas mal de scissions même au sein des Gilets jaunes entre ceux qui étaient vraiment convaincus il fallait peser politiquement aux européennes et ceux qui disaient non, c'est une grosse connerie, faut pas y aller, on n'a rien à y faire, etc. Mais avec le recul, maintenant que c'est passé, c'est quoi on va dire ta conclusion sur les européennes? Euh, que je pense qu'effectivement, même si on a été assez fiers d'y être allé, il aurait fallu qu'on s'arrête avant, puisque à partir du moment où on a commencé à matérialiser nos actions, on a commencé à être squeezé et coupé de tout. On a commencé à avoir des attaques un peu de toutes parts, on a commencé à être invisible. Donc ça veut dire qu'on a dû combattre deux fois plus pour arriver à des objectifs concrets. Mhm. Maintenant, je suis content qu'on l'ait fait parce qu'il y a quand même 150 et quelques mille personnes qui ont mis un bulletin dans l'urne, en sachant qu'on n'avait pas des bulletins partout, qu'on n'avait pas les courriers dans les boîtes aux lettres, qu'on a mené une campagne désastreuse, puisqu'au moment où on a annoncé la liste, il nous restait, moi, il devait me rester 30 secondes d'antenne sur les chaînes d'infos, puisque soi-disant, j'avais tout bouffé avant en avril. Ouais. Et puis, on s'est retrouvé avec une ou deux personnes seulement qui ont dû couvrir les médias tout en gérant le terrain en même temps. Donc, ça a été assez chaotique. Pour autant, si c'était à refaire, on ferait différemment, c'est évident. Mais ça reste quand même une sacrée aventure parce que rencontrer et partir à la guerre avec des hommes et des femmes euh, qui, euh, qui veulent la même chose, avec des idées différentes, des manières différentes d'aborder les choses, ça m'a quand même permis d'apprendre plein de choses et d'ouvrir l'esprit. Donc, pas... Ah, alors on a une petite déconnexion avec Jérémy. Ah, on a eu une petite perte de réseau ponctuelle, hein. Tu disais que tu étais heureux d'avoir œuvré avec des hommes et des femmes dans le même esprit, et sur la fin, c'est un petit peu coupé. Non, mais sur la fin, j'expliquais que c'était quand même enrichissant parce que s'il n'y avait pas eu cette phase-là, j'aurais peut-être mis encore plus de temps à me rendre compte de le monde dans lequel on était en train d'évoluer Hmm. et ce qu'on était en train de combattre surtout. Voilà, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a les armes qu'on utilise pour combattre le système. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y ait du monde dans tous les secteurs, Ouais, que c'est ça d'être soit dans la visible. rue, que ça soit à travers les urnes, qu'il y ait des gens qui se préparent pour ça, etc., etc. Après, on peut compter sur le système en place pour continuer de priver et de diviser les gens.
on le voit bien au travers de l'actualité. Alors justement, ça va me permettre de rebondir. Aujourd'hui, samedi, grand nombre de rassemblements en France pour lutter, on va dire, contre le racisme. Il y a aussi des polémiques très vives actuellement sur les violences policières, sur la police elle-même, l'institution, l'IGPN. On en revient fatalement aux gilets jaunes et les gens qui ont été éborgnés, mutilés, sur lesquels on a un double discours de la population entre ceux qui soutiennent les forces de l'ordre et qui disent elles ont rien à se reprocher et ceux qui disent attendez, regardez, il y a des violences en banlieue, il y a aussi des violences en manifestation, des choses très graves et on a le sentiment que tout est blanchi aujourd'hui. Toi, par rapport à ça, c'est quoi ton regard sur ce qui est en train de se passer, ce climat autour de la police et des violences policières? Alors, il y a plein de choses à dire déjà sur ce sujet. Je pense que la violence qu'ont vécu les Gilets jaunes a été la même violence qui a été appliquée à moindre, donc avec peut-être moins de force de l'ordre, mais qui a été appliquée dans les quartiers populaires partout en France. Pour preuve, on les a complètement délaissés. Aujourd'hui, j'écoute un petit peu quelques analyses pertinentes où on écoutait qu'effectivement, les quartiers populaires ont été complètement lâchés avec leurs gardiens de la paix, avec de tout moyen, et qu'on les a laissés faire leur vie dans les quartiers, et qu'on envoyait en fait des forces de l'ordre simplement pour taper fort. Je pense que ça n'a pas aidé. Je pense que d'avoir une police qu'on a couverte aussi, je reprends le communiqué hier qui a été passé par quelques syndicats de police, notamment un, qui expliquait en parlant de Castaner qu'il avait laissé carte blanche à tous les policiers de France sur les gilets jaunes et qu'aujourd'hui, il les avait lâchés comme si c'était rien et que pour eux, c'était plus le premier flic de France. Je pense que à la fois, les techniques du gouvernement, la stratégie de pourrissement a quand même bien fonctionné et à la fois, comme ce système, ça arrive à son terme. Aujourd'hui, les gens sont pas dupes. C'est pas parce que dans la police, on peut avoir un pourcentage, je crois que c'est 45% de personnes qui votent pour le RN à ce jour. Déjà, ils votent. C'est mieux que de pas voter quand on a un avis à donner. Et sur les 45%, je suis pas sûr qu'il y ait 45% de racistes ou d'antisémites ou autres. Je pense justement qu'il y a des gens qui sont dans la contestation parce qu'ils en ont marre et que comme tout ce qui a été proposé n'a pas fonctionné, ils essayent encore autre chose. Maintenant, moi, personnellement, je trouve ça quand même détestable que des gens se servent des manifestations pour de bonnes causes, pour faire passer leur message de haine. On a encore vu des messages antisémites dans une manif, antiracistes. C'est juste n'importe quoi, d'autant que les personnes qui ont été traitées de sales juifs étaient des militants d'extrême droite, ouvertement antisémites. Donc, la communauté juive aura eu au moins le mérite d'unifier les cons dans ce pays, quoi. Nous, au jour se lève, on ne regarde pas la couleur de peau, la religion, la classe sociale. On œuvre pour le respect mutuel et dans un but commun. Voilà. Je pense, après, il y a énormément de sujets d'actualité. Hein. Ils veulent nous mettre la 5G. Déjà qu'ils fassent en sorte de nous faire fonctionner la 4G correctement, ça serait cool. Ouais. Nous, on a été tous victimes d'amalgame au sein du mouvement des Gilets jaunes. Ça serait dommage que les Gilets jaunes et les citoyens en général se servent pas de cet ensemble de vie, d'expérience qu'on a eu, où on a été traité de tout, pour ne pas laisser faire le gouvernement sur d'autres structures qui fassent qu'au lieu de converger et de s'unir pour un point commun, c'est-à-dire, alors, c'est redonner le pouvoir au peuple, hein. Ça peut être une séparation des pouvoirs politiques, ça peut être la réécriture d'un article de loi constitutionnelle sur l'article 89, ça peut être d'autres articles, ça peut être fait sous différentes formes. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, il est trop fragile, il est trop corruptible, moi le premier, pour qu'on puisse ne pas séparer les pouvoirs et faire en sorte que les gens qui veulent s'engager, servir le pays pour le bien commun en politique, qu'ils le fassent pas pour un plan de carrière et pour enrichir leur réseau et devenir des petits monarques, mais simplement pour la fierté de servir le pays, tel que ça peut déjà être fait par certains maires et certains députés, parce que tout n'est pas pourri. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais que ça soit dans la police, ça soit dans le système, tout n'est pas pourri. Simplement, aujourd'hui, ce que nous, on a tendance à voir, c'est tout ce qu'il est. Et c'est logique, puisqu'on le combat. Donc moi, je respecte ça, mais je suis persuadé qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Je suis persuadé que cette année, on va pouvoir redonner le pouvoir au peuple. J'espère que ce sera de la plus belle des manières et que ce ne sera pas avec des effusions de sang, parce que sinon, ça voudra dire que peut-être on aura perdu et qu'en pensant redonner le pouvoir au peuple, on le redonnera simplement à d'autres néolibéraux avec qui se seront déjà arrangés.
Voilà. Ouais. Et justement, donc, est-ce que tu penses, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de terreaux de contestation dans les services publics. Il y a aussi des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont dans des difficultés financières extrêmement importantes liées au Covid, qui sont aussi en colère contre le gouvernement parce qu'il y avait des annonces qui avaient été faites sur le fait de favoriser les entreprises un maximum, qu'elles ne ferment pas, qu'elles ne licencient pas. Or, dans les faits, on voit une crise économique sans précédent qui arrive avec beaucoup de faillites annoncées et de licenciements. Il y a tous ces terreaux, mais ma question, c'est est-ce que tu penses que la rue est encore nécessaire dans le combat ? Est-ce que les gens doivent aller dans la rue parce qu'on n'a pas non plus des millions de personnes tous les jours dans la rue quand il y a des manifestations ? Ou est-ce qu'à l'inverse, il faut faire, alors ça sera le 3e chapitre, mais est-ce qu'il faut faire une organisation comme le jour se lève ou autre pour peser beaucoup plus efficacement ? Alors, déjà, il n'y a pas que le jour se lève qui fait un travail de fourmi pour réunir les individualités, les groupes, les collectifs. On a Annie Valette, des citoyens autonomes, qui a fait un très, très gros boulot à ce niveau-là et qui continue de faire rentrer du groupe, qui est très à l'écoute, tout comme nous et d'autres. Il y a encore d'autres collectifs qui font le boulot. On a vu Jérôme la semaine dernière réunir quelques personnes un peu connues, un peu sur les réseaux ou à la télé, pour répondre à un député. J'ai trouvé la démarche intelligente parce que c'est le genre de choses qui peut faire qu'on s'aperçoive tous très vite qu'en fait notre ennemi, en tout cas, on est tous d'accord, c'est simplement sur la manière de s'y prendre où les points de vue divergent. Le terrain, pour répondre à ta question, pour moi, est primordial. Si demain on lâche le terrain, on offre l'opportunité de continuer de modeler les médias, de continuer de modeler. Vaut mieux qu'on passe pour des fous aujourd'hui, quitte en se laissant une chance d'être des héros demain, plutôt que de laisser faire ce système tel qu'il le fait. Ensuite, pour les entreprises, c'est une catastrophe. À fin mai, il y avait plus de 130 000 entreprises qui avaient déposé, qui étaient en demande de liquidation. Et depuis plus de 15 jours, ça a encore augmenté. Et en plus, on a les services d'État comme l'URSSAF et autres qui s'amusent à apporter les réclamations sur tout ce qui avait été repoussé. Donc, ça veut dire que les gens qui avaient la tête sous l'eau et qui ont essayé de s'organiser pour le ressort, et ben maintenant, on leur demande de payer ce qu'ils n'ont pas. Il y a eu des aides qui ont été mises en place qui ne sont pas désuées, mais quand on a une entreprise de quelques salariés, ça, c'est bien pour un petit artisan qui est tout seul, ce qu'ils ont donné, et qui n'est pas gourmand et qui ne gagne pas grand-chose dans son entreprise, qui a un petit salaire. Moi, je suis smicard dans ma boîte, je suis salarié, je suis en contrat. Bon, bah, le peu qu'ils ont donné, ça couvre quand même un petit peu. Mais le mec ou le couple qui a une boîte, un commerçant, un restaurateur, qui a des salariés, déjà, il a fallu qu'il avance la trésor. Ensuite, ça vaut pour les artisans, les commerçants, tout le monde. Ensuite, les aides, quand tu as du monde, et si tu as un bail commercial à 10 000 balles à payer, c'est pas très simple, ta prime de 1005, elle va pas changer grand-chose. Donc, tu tombes de toute façon en défaut de paiement là-dessus. Et ensuite, tu te retrouves avec les organismes de l'État comme l'URSSAF qui viennent te taper dessus et qui sont friands dès que tu as 3 ou 4 jours de retard. Et je le sais, je l'ai déjà vécu. Et j'en sors de cette procédure. Dès que tu as quelques jours de retard, ils demandent la liquidation de ta boîte auprès du tribunal d'instance. Ils n'attendent pas, tu as une relance, mais c'est fictif. Eux, ils demandent tout de suite à déposer, même si ce que tu dois représente 10% de ta trésorerie sur ton compte, ça ne change rien. Voilà, ça fait partie des rouages qui sont super mal foutus. Donc pour l'heure, quoi qu'il se passe actuellement, quoi qu'il arrive, ça va empirer. On rentre dans une récession économique et financière qui va être catastrophique, il y en a au moins pour 2 ans. Les experts nous en ont beaucoup parlé avant. Le gouvernement aura eu beau brûler 700 millions de masques et sortir un petit peu d'argent, ça n'empêche que pour l'instant, les derniers milliards qu'on entend, ils vont pas pour le personnel hospitalier, ils vont pas pour les premières et deuxièmes lignes. Je pense notamment à cette prime de 1 500 € qui en fait est repassée sur une prime de 1 000 et une prime de 500 selon les zones géographiques les moins touchées. C'est un peu une honte parce que de toute façon, tout le monde y a œuvré. Et puis, je pense aussi à tous ces milliards donnés à Renault alors qu'il y a des licenciements. Je pense à Renault aussi encore qui va faire venir de la main-d'œuvre polonaise ici dans les usines françaises en France et puis qui, en fin d'année, va encore se gaver à coups de dividendes. Donc, franchement, c'est des exemples comme ça. Chaque semaine, on en a 2, 3, 4 des Carlos Ghosn qui se gavent sur le dos du système parce qu'aujourd'hui, ils ont tout pouvoir. Les GAFA, on leur prend un pourcentage de solidarité grâce aux Gilets jaunes, mais c'est complètement éphémère. Ça représente 300 millions sur les dizaines de milliards qui circulent. De dire à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots.
Nous, on fait partie des taux d'imposition les plus forts en Europe et dans le monde. Les 3 qui nous passent devant dans le monde, c'est 3 paradis fiscaux. Donc, à un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Le contribuable, s'il est là pour payer quelque chose, on a effectivement la sécurité sociale là, qui sont en train de débouter, mais on ne va pas les laisser faire. On a un système de santé qui, même s'il est mis à mal depuis plus de 20 ans, reste quand même profitable. On le voit bien par rapport à d'autres pays. Simplement, il faut faire les choses correctement. Et aujourd'hui, il y a trop d'argent qui circule partout, qui va dans les poches d'une certaine catégorie de gens qui ont accepté le jeu du système et qui ont accepté d'enlever leur cœur pour mettre une pierre à la place et qui se gavent sur le dos de millions et millions de personnes, alors que ces gens-là, c'est pas des fainéants, c'est pas des gueux. Les gilets jaunes, moi, j'ai pas rencontré tant de chômeurs que ça. J'ai rencontré des gens qui souffraient du pouvoir d'achat parce qu'ils bossaient, mais aussi des gens qui souffraient pas du pouvoir d'achat, mais qui souffraient d'un déni de démocratie totale dans ce pays. Voilà, et ces gens-là s'étaient informés sur plein de sujets. Et c'est ces gens-là qu'on fait que ça a pu être possible aussi, parce que quand on mélange des gens qui ne sont pas informés avec des gens qui sont informés dans une manifestation, généralement tout le monde s'écoute. Donc on a eu nos propres informations en live, on va dire. Après, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, il est vrai qu'en France, la crise est encore, à mon sens, minimisée. On a eu un premier trimestre catastrophique en termes de croissance, puisqu'elle est négative. Elle est à 5,8. On est les derniers, on est les queues de peloton. Je crois qu'on n'a pas de quoi être fier. Et ce qui ressort, en tout cas, il va y avoir un discours demain de Macron. Je ne sais pas ce que tu en attends, toi, personnellement, mais où il va présenter un plan de relance, mais tout en sachant qu'on va être... on est déjà annoncé comme les plus mauvais élèves de l'Europe. Parce qu'on n'a pas anticipé, le confinement était très brutal pour les entreprises. Il a fallu qu'elles s'adaptent, même par rapport au déconfinement, par rapport aux moyens sanitaires à mettre en place. Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire demain Macron d'ailleurs? Si tu avais une boule de cristal, il est quand même dans une situation un peu compromettante actuellement. Tu crois qu'il va annoncer quoi demain? Je pense qu'il va essayer de rassurer les gens, comme d'habitude. Ça va être un grand discours qui ne voudra rien dire. Normalement, il est prévu qu'il nous emmène jusqu'au 10-15 juillet, 10 juillet, je crois, sous une sortie de pré-confinement. Petit 1. Petit 2, on sait de sources sûres et on le sait de gens qui sont dans la place que Macron, sous ce texte qui est sorti, Macron souhaiterait démissionner ou autre, on sait qu'il ne démissionnera pas parce qu'il a son ami Castaner à protéger et que les gens qui l'ont élu là où il est, ils veulent qu'il reste de toute façon, donc il ne pourra pas fuir non plus. Moi, je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour que tout le monde dégage. Son discours de demain sera incohérent. On n'a jamais vu un président avoir autant d'opportunités dans un chaos aussi immense de pouvoir redresser la barre et de faire un bras d'honneur au système et aux gens avec qui il a fait des promesses en oubliant des millions d'autres, et de pouvoir redresser la barre. Il ne le fera pas. Je pense qu'ils vont tous dégager, que leur élection, imaginez que Macron puisse se représenter en 2022, ce serait comme poser la question aux électeurs de l'AREM s'ils souhaitent un acte 650 pendant l'acte 2 du quinquennat de Macron, parce que de toute façon, une chose est sûre, des corporations pourront lâcher dans ce combat, dans un souci de règles, dans un souci d'éducation, etc., etc. Mais les gilets jaunes, on a un petit peu les mauvais élèves de la classe. Même si je me considère plus comme un citoyen qu'un gilet jaune, j'ai ce côté un peu rageux du gilet jaune qui fera que de toute façon, on ne lâchera jamais. Donc ces annonces, il va nous sortir un truc de derrière les fagots, mais ça sera bidon. À moins de présenter des excuses à tout le monde et de dire qu'il laisse la porte ouverte avec un gouvernement provisoire, qu'il annule l'Assemblée nationale, qu'il nous mette une assemblée constituante citoyenne qu'on saurait très bien gérer entre nous en une quinzaine de jours à travers un tas d'anonymes qui sont des experts en plein de domaines, mais aussi des gens plus connus ou des experts plus techniques, on va dire, parce que je pense que notre pays aujourd'hui, on essaye de vouloir avoir un représentant pour 68 millions de personnes. Oui. Ça vaudrait bien si on n'était que des souverainistes nationalistes qui vivons en autarcie sans mondialisation, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la France, c'est une mixité de gens qui, pour la plupart, ont participé à l'effort de guerre et ont construit le pays, en dehors du fait que les aïeux se sont battus pour le pays. On a quand même un devoir, je veux dire, c'est pas parce que liberté, égalité, fraternité, ça vaut rien aujourd'hui
aussi bien sur un acte de naissance que sur la vie sociale et la vie en général, qu'on n'est pas en droit de se battre pour essayer de gagner tout ça. Donc on en est là. D'accord, ok. Bah, du coup, si tu me permets de rebondir avec c'est l'idéal sur Le Jour se lève. Donc, Le Jour se lève, tu es un des membres fondateurs. C'est un groupe qui prône l'union. Alors, vous dites qu'il faut imaginer un nouveau monde de fonctionnement de notre société. Alors, vous parlez de sanctions aussi, dissolution de l'Assemblée nationale comme sanction des gens qui nous gouvernent. Alors, tu viens de le rappeler toi-même, hein, mise en place d'un gouvernement provisoire chargé de réinstaurer la démocratie, le monde d'après, où chaque citoyen devra être en mesure de décider et de s'appuyer sur des élus, mais qui soient plus indépendants, plus honnêtes et plus représentatifs. Quand on lit un peu le programme du groupe, est-ce que c'est un groupe politique ou un groupe généraliste, on va dire? Les deux, c'est pas un parti politique. Le Jour se lève n'a pas pour but de se présenter à des élections. Après, je ne vais pas refaire tout le laïus de quand on parle politique, on fait de la politique. Je vais simplement dire que oui, on est dans la politique, dans la propagande politique, dans le contre-pouvoir politique, dans la désobéissance civile, mais pas que. On essaye aussi de travailler sur les sujets d'actualité. Pendant la crise sanitaire, on a des personnes qui ont bossé sur les masques, par exemple. Et on en a encore qui continuent de prendre des commandes pour les masques et pour des visières, qui bossent au sein du groupe Le Jour se lève. On a essayé aussi à travers ça de réunir, à travers nos réseaux, les personnes qui faisaient la même chose. Et c'est ça, en fait, le travail qu'on est en train de faire. C'est qu'en fait, dès qu'on prend une initiative qui nous est venue ou qui est venue de l'intérieur ou de l'extérieur, on essaye de monopoliser toutes les forces de nos réseaux pour faire en sorte qu'on puisse travailler collectivement ensemble, chacun dans ses groupes. L'idée, elle n'est pas que Le Jour se lève, il n'a pas pour vocation de toute façon, avec les algorithmes actuellement de Facebook et autres, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Et on n'a pas pour vocation à être des millions. Par contre, on a pour vocation à rassembler pour essayer de faire le nombre. Et on va le faire. En septembre, depuis le premier jour, on a annoncé nos ambitions. En septembre, on va être en mesure de pouvoir organiser une manifestation sur Paris, mais aussi partout en France, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sera non seulement encadrée, sécurisée, donc on y travaille, qui permettra d'avoir un seul message, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en manifestation, c'est ça, c'est que les messages, ils sont dilués par des dizaines et des dizaines de messages différents, et que du coup, les chaînes d'infos en continu s'en donnent à cœur joie, ils récupèrent que ce qu'ils nous font passer pour des cons, et puis le reste eh ben, ça passe à la trappe. Voilà. Si demain, tu mets à Macron démission, c'est bien d'expliquer pourquoi. Si demain, on arrive à manifester en expliquant qu'on veut la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du gouvernement, il sera bien comment l'obtenir. Si on veut un gouvernement provisoire, il sera bien de proposer d'avoir des noms incités, des gens qui sont issus du système avec un contrôle citoyen qui permette de gérer tout ça. On est vraiment à l'aube de tout ça cette année. C'est fixé septembre. J'espère que ce sera septembre. J'espère que ce sera le 16 juin. Après, je pense qu'on n'est pas encore assez coordonnés pour que ça soit le cas, mais en tout cas, on a tous la volonté que ça soit le cas, puisque le 16, on est nombreux à aller à Paris, puis ceux qui n'y vont pas seront en province. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez des revendications plus claires, peut-être un peu moins éparpillées que ce qu'on pouvait retrouver à un moment donné dans des mouvements comme les Gilets jaunes, entre autres. Le but, en gros, si j'ai bien compris, c'est de mutualiser des initiatives en un pot commun, si j'ai bien saisi ce que tu as dit. Et c'est une sorte de proposition de fédérer les talents. Est-ce que c'est aussi bien, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire des gens politisés ou non, des gilets jaunes ou non, ou est-ce que ça reste quand même une idéologie de base qui tourne autour des gilets jaunes? Non, ça s'adresse à tout le monde, sans exception. C'est pas fermé. D'accord, donc n'importe qui peut venir avec ses idées, pas forcément être d'accord, mais il peut rentrer dans le groupe sans problème et parler avec vous, quoi. Oui, bah, on est rarement d'accord, hein, tu sais. On est des centaines en back-office, dont un turnover de 80 ou 100 personnes qui tournent H24. Je peux t'assurer qu'on n'est pas toujours d'accord. Par contre, on a fait le choix de rester, de mettre en avant notre côté humaniste, et puis de faire en sorte de pouvoir mener ce marathon et ce combat tous ensemble. Donc, on a laissé nos petits égos de côté. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef, il n'y a pas au sein du Jour se lève, toutes les voix qui veulent être écoutées sont écoutées. Toutes les initiatives qui peuvent être prises, qui vont dans le sens du bien collectif, on les prend. Je pense au Jardin se lève, où on est en train de faire une cartographie pour faire des jardins pour les gens. Si demain, on imagine que les magasins sont vides,
c'est bien de savoir où est-ce qu'on peut aller, puis c'est bien d'avoir des gens qui auront commencé à cartographier tous ceux qui sont dans le bénévolat, dans ce domaine-là, pour pouvoir avoir quelques légumes. Quand on connaît le budget légumes par mois, c'est 150 euros Ouais. pour un couple. Mm. Bon, ça ne paiera pas tout, mais c'est mieux que rien. On travaille aussi sur d'autres sujets, hein. Dans la désobéissance civile, on s'est monté donc un outil qui nous permet de faire un jeu national grandeur nature numérique sur les institutions. Et on va le démarrer dans quelques semaines avec 30 000 personnes où tout le monde va se mettre dans un rôle bien précis, D'accord. dans le rôle des institutions, dans le rôle de celui qui va les voir, dans celui qui va les confronter et autres. Et on va travailler sur 2-3 sujets bien précis pour pouvoir rendre un travail et dire, voyez, nous, des simples citoyens bénévoles qui ne vivons pas avec l'argent des contribuables, ben, on est capable d'interagir et de faire fonctionner nos institutions. Et même mieux, voici ce qu'on a à vous proposer. Voilà, je pense que les mots, c'est bien, mais il faut pouvoir apporter des preuves et des actes par rapport à tout ce qu'on fait. Sinon, personne ne sera crédible. Aujourd'hui, il y a trop de défiance vis-à-vis des uns des autres. Ouais. Chacun pense qu'il a la solution et en vérité, on l'a tous, mais ensemble. Donc, Ouais, tout à fait. Et par rapport à ça, justement, il y a eu au sein des Gilets jaunes, ou même en politique, j'ai envie de dire, au sein même des partis, il y a toujours des guerres d'ego à un moment qui peuvent faire éclater des groupes, hein, quoi qu'on en dise. Est-ce que tu penses que ça fait quand même un moment que ça dure tout ça? Est-ce que tu penses qu'un jour, en France, on arrivera à s'unir presque derrière une seule et même bannière, c'est-à-dire à avoir un discours commun tout en ayant nos individualités respectives, nos problématiques personnelles, hein, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, mais d'essayer de faire un mouvement qui pourrait avancer en masse, vraiment pour peser dans le même sens. C'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent en France, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, l'union n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comme toi qui fait preuve d'abnégation, parce que c'est pas tout le monde qui peut dédier autant de temps dans sa vie perso pour le combat, est-ce que tu penses que c'est encore possible ou est-ce que c'est un combat qu'il va falloir mener encore des années et des années? moi, je pense qu'on a déjà réussi à le faire. Petit 1, on ne s'est pas entretués. C'est déjà pas mal, vu le Ouais, temps qu'on passe les uns avec les autres. Alors, depuis 2 mois et demi, c'est sur les réseaux sociaux, mais avant, c'était sur le terrain pour beaucoup. Ensuite, le boulot que je fais moi, il ne peut être valable que si j'ai du monde à mes côtés sur tous les sujets, parce que je ne suis pas le mec beau, fort et intelligent. Je fais 1m75, 90 kilos. J'ai pas un bagage universitaire qui est grandiose. Je suis un autodidacte. Donc c'est bien quand on parle politique d'avoir un mec qui sait de quoi on parle, au mmh, minimum par passion, au mieux par passion et par raison aussi. Donc, et ça vaut pour tous les sujets. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je fais, je le fais parce qu'il y a du monde derrière. Si demain, je suis tout seul, je ferai rien du tout. Je peux travailler dans mon village de 2500 habitants. Ça, je peux le faire. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas des gens autour de moi et à mes côtés, c'est foutu. C'est foutu. C'est un vrai travail collectif. Donc, on a réussi, c'est sûr. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense que on a vraiment des fenêtres de tir qui peuvent nous permettre de redonner le pouvoir au peuple dès cette année. Si on sait s'unir, si on ne sait pas trop taper sur la police, même si on sait que certains le méritent, on sait faire abstraction. Je veux dire, aujourd'hui, ce que sont en train de vivre les policiers, c'est exactement ce que, depuis quelques jours seulement, c'est exactement ce qu'ont vécu les Gilets jaunes pendant presque 1 an et demi. ouais. C'est-à-dire qu'on les fait passer pour les pires du pire du pire. Alors qu'au final, même si les chiffres, même s'il y a beaucoup de policiers, même s'il y a une masse de policiers qui sont vraiment racistes ou qui s'en donnent vraiment un cœur joie, il faut savoir que c'est le système qui leur a offert cette possibilité, qui les a blanchis, qui leur a permis de dépasser et de casser tous les codes. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de policiers qui vont bien. Moi, j'ai eu un syndicat de police dans la semaine là, pour en discuter. Voilà, il y a beaucoup de policiers qui sont peinés de se dire zut, c'est pas possible, putain, à cause de ces connards, on va passer nous aussi pour des fous furieux. Donc, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est la même chose que chez nous, c'est faites le ménage. Voilà, si les gens ne sont pas constructifs dans vos rangs, mes amis policiers, Mmh. faites le ménage parce qu'on ne peut plus voir des affaires d'Adama Traoré, on ne peut plus voir des affaires. Alors, je pense à Georges Floyd parce que tout le monde est dessus actuellement et ça a attisé un peu les Ouais. foudres. Je pense à tout ça. À un moment donné, je veux dire, les bavures policières à répétition, les mutilations, les éborgnés, les erreurs d'arbitrage abusives, les gardes à vue inutiles, ça suffit, quoi. Ça suffit. Donc là, on a un gros coup à jouer. Je pense que le 16, si on est capable de montrer l'union, on peut tout imaginer. Si on n'entend pas ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est-à-dire
sur la police où tout le monde déteste la police, une phrase qu'on entend en manif depuis apparemment très longtemps. Ouais. Si on est capable de dire rejoignez-nous, une phrase qu'on entend aussi en manifestation, et de faire preuve d'abnégation aussi, et au moins pardonner temporairement le temps qu'on fasse le ménage, parce que c'est le plus important, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est vrai. Eh ben, on verra, hein, suspense au 16. En tout cas, Jérémy, c'était un plaisir déjà de mener cette interview. J'ai pas trop. Alors, comme je suis pas chez moi, si tu veux, j'ai pas de notion de temps. Donc, Moi, on avait dit 1 heure. Je pense qu'on doit être pas loin, a priori. En tout cas, pour résumer, donc le jour se lève. On peut le retrouver sur Facebook essentiellement ou sur d'autres supports. Facebook, YouTube, Discord, et on est en train de s'occuper de Twitter, là. D'accord, donc Facebook pour l'instant, Discord et YouTube, si j'ai bien compris, et Twitter dans un second temps. Oui. D'accord, avec des événements qui vont venir se greffer au fur et à mesure du temps, hein, c'est ça? Oui, oui, on a prévu une grosse action de rue au mois de septembre. En attendant, on soutient les actions constructives comme celle du 16 lancée par le personnel hospitalier au mai, qu'on a relayé tout de suite dès mi-mai Mhm. et qui a été repris par les syndicats, ce qui n'est pas plus mal, puisqu'il y aura une grosse organisation. Espérons que cette fois-ci, chacun enlève sa casquette syndicale à 18h avant de rentrer chez lui et qu'il décide de rester, parce que c'est ça qui peut faire la différence. Ouais. Voilà, sans parler de violence, sans parler d'agression verbale ou d'agression physique, je pense que si demain on est nos nombres et qu'on reste, en dehors du fait qu'on n'est pas organisé, ça peut pallier avec un problème avec un manque de coordination. Ok. Eh ben écoute, on verra, on va voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Alors, comme je suis chez mes amis de T-Web, je vais reprendre leur habitude. Leur habitude de fin d'émission, c'est de te laisser le dernier mot et de terminer sur un point positif que tu aimerais mettre en avant. Un point positif. Alors, c'est pas forcément politique, c'est pas forcément sur les débats qu'on vient d'évoquer. Ça peut être n'importe quel point positif. Est-ce que tu as un point positif à nous soumettre, Jérémy? Oui, on va redonner le pouvoir au peuple cette année. D'accord. Eh ben, écoute, c'est une belle conclusion. Je prends. Il n'y a pas de problème. J'adhère. Eh ben, écoute, Jérémy, c'était un grand plaisir de te recevoir. Je remercie encore T-Web. Vous pouvez aller voir aussi leur page Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Eux, ils sont complets. Ils ont des super studios. Je vous montrerai ça en reportage photo. Grand merci à eux pour leur accueil. Grand merci à eux pour la mise à disposition des moyens techniques. Merci à Watchdog, à tout le monde, à Jim, à toute son équipe. Et puis, quant à moi, eh ben, je vais maintenant passer à un autre moment avec mes amis de T-Web. Jérémy, merci beaucoup. Salut. Et puis, au plaisir de te retrouver sur une autre interview. Rendez-vous au mois de septembre, hein. Ouais, merci pour ce que tu fais, c'est top. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Passez toutes et tous une très bonne soirée. Quant à moi, vous me retrouvez sur Facebook, The Live Media, sur YouTube, The Live Media. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça motive. Et aussi sur Twitter, The Live Media. C'est facile, il n'y a qu'un nom. Et puis voilà, il y a des interviews qui ont déjà été réalisées. Il y a des interviews qui vont arriver aussi, qui vont être super intéressantes. Donc, restez bien connectés et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et puis, merci à Watchdog de terminer tout ça. C'est lui qui a le bouton. Merci à tous. C'est bon ?